Et si l'outil qui a été conçu pour nous rendre plus intelligents nous rendait en fait plus bêtes? C'est le paradoxe un peu fou de ce qu'on appelle l'incompétence augmentée. Alors, première partie, le piège de l'incompétence augmentée. Pour bien comprendre de quoi on parle, on va commencer avec un cas très concret, une histoire qui fait un peu froid dans le dos, tirée d'une étude de la célèbre revue The Lancet. On est dans un cabinet médical. Un gastro-entérologue est en plein examen. Sur son écran, une IA l'assiste, en pointant avec des petites flèches vertes les zones suspectes, les polypes potentiels. Grâce à cette aide, le médecin est super performant. Son taux de détection atteint 30%. C'est un excellent score. Mais, et c'est là que ça devient vraiment inquiétant, quand on éteint l'IA, le même médecin, tout seul cette fois, voit son taux de détection chuter à seulement 20%. En gros, le médecin a désappris à travailler aussi bien sans son assistant virtuel. Ce n'est pas la science-fiction, hein. C'est un exemple frappant de la façon dont notre dépendance à l'automatisation peut faire rouiller nos propres compétences. Et ce genre de situation, ça rappelle forcément des choses, des tragédies même. On pense bien sûr au crash du vol Air France 447 en 2009, 228 victimes. Les pilotes, complètement perdus quand le pilote automatique s'est déconnecté, n'ont pas su reprendre le contrôle. Ce phénomène dangereux, il a un nom. C'est ce que la Harvard Business School a appelé l'incompétence augmentée. L'idée, c'est qu'on se sent plus fort, plus compétent grâce à l'IA, alors qu'en réalité, sur les tâches difficiles, notre performance est en train de baisser, sans même qu'on s'en aperçoive. Deuxième partie. Le truc, c'est que ce problème ne se limite pas aux situations extrêmes comme les cockpits d'avion ou les blocs opératoires. Non, ça se propage partout, et notamment dans le monde de l'entreprise. Regardez cette étude de Harvard. Elle a montré que des consultants qui utilisent l'IA sont certes plus productifs, ils vont plus vite, mais sur des tâches vraiment complexes, leur performance chute de 19%. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Et ça peut coûter très très cher. Prenez l'exemple de Deloitte. Le cabinet a dû rembourser 300 000 $ au gouvernement australien. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient rendu un rapport bourré de fausses citations, des références complètement inventées par ChatGPT. Et ce n'est pas qu'une histoire de consultants. Le pli se prend très tôt. Aujourd'hui, on a 72% des lycéens qui utilisent l'IA pour faire leurs devoirs. Parfois, ça donne des situations un peu cocasses, qui en disent long. On a cet exemple d'un étudiant qui, sans faire exprès, a laissé dans sa présentation une phrase de l'IA elle-même. « Voulez-vous que je formate cela dans un tableau ?» C'est le copier-coller de trop. Ce genre de production, ce contenu qui a l'air bien écrit, bien présenté, mais qui au fond est complètement creux, ça a un nom, le Glooby-Boulgia, ou AI slop en anglais. Un vrai fléau. Parce que ce Glooby-Boulga crée ce qu'on appelle une dette de vérification. L'idée est simple, le temps qu'une personne pense gagner en déléguant à l'IA est en fait payé par ses collègues, qui doivent passer derrière pour vérifier, corriger et donner du sens au travail. Troisième partie, s'adapter ou disparaître. Alors face à ces risques, on pourrait se dire que les entreprises vont freiner des quatre fers, mais alors, pas du tout. En fait, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. Accenture, par exemple, a carrément licencié 12 000 consultants. Leur tort, avoir refusé de s'adapter, de changer leur méthode de travail pour intégrer l'IA. On voit bien qu'il y a deux voies possibles. D'un côté, l'utilisation toxique. On s'en sert pour cacher ses lacunes et produire vite et mal. Et de l'autre, l'utilisation vertueuse. On s'en sert pour produire un travail de très haute qualité, mais 10 fois plus vite. Et quand c'est bien fait, les résultats sont là. Regardez HSBC, 1 million de livres d'économie en automatisant l'analyse des appels. Rolls-Royce, qui a réduit de 35% le temps de formation de ses techniciens. La clé, c'est la stratégie. Quatrième partie, et là, on entre dans une idée assez fascinante. L'IA comme enseignant. Et si finalement, la solution au problème de l'IA, c'était encore plus d'IA? La question de fond, c'est ça. Est-ce qu'on peut se servir de cette technologie pour nous réapprendre les compétences qu'elle menace de nous faire oublier ? Eh bien, les géants comme OpenAI, Google ou Anthropic travaillent dessus. Ils développent des outils qui fonctionnent un peu comme Socrate. Au lieu de cracher la réponse, l'IA pose des questions, elle force à réfléchir, elle donne des bouts de code à compléter, bref, elle se comporte comme un tuteur. On arrive à notre dernière partie, l'humain dans la boucle. C'est bien beau toute cette technologie, mais et l'humain dans tout ça ? Quelle est la place de l'expertise, la vraie ? Pour y voir plus clair, rien de tel que d'écouter l'un des pères de ChatGPT, Andrej Karpathy. Il a été cofondateur d'OpenAI et directeur de l'IA chez Tesla. Autant dire qu'il connaît son sujet. Et ce qu'il dit est assez surprenant. Il raconte que pour apprendre le coréen, il a une prof, une vraie, en chair et en os. Et il avoue, elle est tellement compétente que je me demande si un jour j'arriverai à faire aussi bien avec une IA. Mais en même temps, il a cette vision. Il se dit qu'un tuteur IA, même imparfait,
mais disponible pour 8 milliards de personnes sur Terre, c'est toujours mieux que pas de tuteur du tout. Et ça pourrait changer la face du monde. Alors, que retenir de tout ça? L'IA est un outil surpuissant, c'est certain, mais comme n'importe quel outil, sa valeur ne vient pas de lui-même, mais de la personne qui l'utilise. La vraie compétence, finalement, c'est peut-être de savoir quand utiliser la machine et quand faire confiance à l'humain. C'est ça le mode d'emploi qu'il nous reste à écrire.